Pourquoi Dragon Ball GT est une meilleure suite que Dragon Ball Super? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer philosophiquement de ce sujet? Au-delà de faire du racolage philosophique dans les mangas, je pense que c'est vraiment un bon prétexte pour illustrer la philosophie de Kant et plus précisément sa philosophie esthétique. Salut, moi c'est Gatsu, je suis prof de philo et doctorant en philosophie et aujourd'hui on va s'intéresser aux suites de Dragon Ball Z. Ah là là, DBZ c'est vraiment un manga mythique. Ça a longtemps été en top des ventes et ça a même grandement influencé les membres du Big Three actuels. En effet, quel serait One Piece, Naruto ou Bleach sans l'influence de Dragon Ball? Et même l'entièreté du shonen Neketsu. Alors oui, c'est pas l'influence du shonen Neketsu, mais il a posé les bases. Au point même où beaucoup pensent que Dragon Ball en fait fait partie du Big Three et que c'est plutôt Dragon Ball, Naruto, One Piece, ce qui est totalement faux en fait, ne serait-ce que d'un point de vue chronologique. Son écriture est très fluide, la lecture est très facile et en plus, la composition des cases dans les pages est extrêmement bien réalisée. Petit big up au surcoté sur TikTok qui fait une très bonne analyse justement des pages des mangas de Naruto et Dragon Ball, enfin entre autres. Mais Dragon Ball Z, c'est aussi la suite d'un autre manga tout aussi mythique, à savoir Dragon Ball. Et pour Dragon Ball, on retrouve ces mêmes qualités, autant au niveau de l'écriture que du dessin. Dire que Toriyama s'est bien entraîné au niveau du style avec son manga précédent, à savoir Arale. Loin d'un simple prologue, Dragon Ball c'est un manga qui se suffit à lui-même, qui aborde ses propres thèmes et qui est très intéressant. Et présente une aura d'aventure, une aura d'exploration. En effet, c'est la quête des Dragon Ball, un récit qui trouve ses racines dans des récits mythiques, à savoir le voyage vers l'Occident, où on y trouve justement un homme singe avec un long bâton. Dragon Ball, ça sent l'aventure à plein nez. C'est le voyage, le surprenant, le fantastique. Et c'est un monde extrêmement riche où cohabitent de grands scientifiques avec des dinosaures. Comment ne pas prendre son pied en lisant ce manga? Ce qui justifie que beaucoup préfèrent Dragon Ball à Dragon Ball Z. Et par moments j'en fais partie. Après, je parlais d'un autre manga, mais en vérité c'est le même manga. Cette distinction n'existe véritablement que dans l'anime qui a fait la transition entre Dragon Ball à Dragon Ball Z. Si je me rappelle bien, l'édition pastel de Glénat justement s'appelait tout simplement Dragon Ball. Mais il est vrai que substantiellement quelque chose de puissant s'opère dans ce changement. En termes de propos, en termes d'élargissement de l'intrigue, autant au niveau scénaristique qu'au niveau spatial. C'est que certains n'ont pas compris parce que j'arrive toujours pas à me remettre de cette erreur de Dragon Ball Evolution où ils invoquent les Namek comme ça sans aucune raison. Mais ne parlons pas de choses qui fâchent. Il est vrai donc que Dragon Ball Z s'est rentré dans une phase un peu plus shonen neketsu. Après, les plus attentifs d'entre vous me diront que oui, dans Dragon Ball, il y a des tournois, il y a des phases d'entraînement, il y a des combats, mais ça n'a pas la même ampleur que dans Dragon Ball Z justement. La quête des Dragon Ball a quasiment disparu à l'arc-bout par exemple. Suite à cela, je pense que vous commencez à entrevoir l'influence qu'a eu la série Dragon Ball sur tout le shonen neketsu qui aura suivi. C'est pas pour rien que dans beaucoup de mangas que l'on adore, le second arc est un arc de tournoi. Ça permet de présenter les personnages, de présenter leurs capacités, mais aussi de déterminer une forme d'échelle de puissance entre eux. Mais justement, parlons de cette échelle de puissance. Elle est ce qui a fait le succès de la saga Dragon Ball Z. Et pourtant, c'est aussi son plus grand défaut. Mais en quoi l'introduction d'une échelle de puissance est un défaut dans le manga Dragon Ball, mais aussi dans le manga en règle générale. Car oui, l'introduction de ces procédés avec les scooters des Saiyans, cette valorisation d'une échelle de puissance, je veux dire, mais à un moment Vegeta crie au-delà de 9000, on comprend très bien que, voilà, pour lui, on est rentré dans un autre niveau de puissance. Et surtout, l'existence de transformations toujours plus impressionnantes les unes que les autres. Alors, on se demande encore comment un groupe de shampoings connus internationalement n'a toujours pas réussi à avoir un contrat avec Son Goku jusqu'à aujourd'hui pour sa belle chevelure de Super Saiyan 3. Bref, tout ça est génial, mais c'est génial lorsque ça accompagne le propos et non pas lorsque ça le centralise. Lorsqu'il y a une vraie histoire à côté et que cette échelle de puissance va juste servir soit d'un petit fanservice, soit d'un repère pour le lecteur dans l'histoire qui est créée. Akira Toriyama, en réalisant cela, a mis le doigt sur quelque chose d'assez incisif, mais aussi extrêmement addictif. Car on veut en permanence savoir qui est le plus fort entre les protagonistes, les antagonistes et entre eux. Et bien évidemment, jusqu'à la fin de la série Dragon Ball Z, ce procédé restera très attractif. En vérité, il n'y a qu'à voir les débats de puissance qu'il existe dans la cour de récré, ou même sur Twitter, qui est d'une certaine façon la plus grande cour de récré, où on n'arrête pas de comparer nos personnages préférés entre eux, même lorsque ça ne vient pas du même univers. Je veux dire, à un moment, j'ai quand même entendu qui est le plus fort entre Son Goku et Superman. Comment ça, à un moment, je l'ai déjà entendu. On entend tout le temps cette phrase d'ailleurs. Bref, c'est un procédé qui plaît, mais qui est aussi très dangereux à manier. Petite parenthèse, c'est pour ça que j'adore le manga One Punch Man. Il est le manga qui a compris qu'il y avait un problème dans cette échelle de puissance. Il s'en moque royalement, et joue même du code de ces dernières pour pouvoir alimenter son récit. Et je pense personnellement que One Punch Man va avoir, ou a déjà, la même influence que Dragon Ball sur le reste du shonen. Car c'est une idée révolutionnaire, une idée géniale, que de briser cette échelle de puissance et d'introduire des personnages à concept, dont la puissance est un concept. C'est la nouvelle formule qui plaît, et justement, on le remarque avec des mangas tels que Black Clover, ou encore, récemment sorti en animé, Mashle.
En effet, personne ne bat Saitama, et au vu des derniers chapitres en plus, on comprend davantage pourquoi il est imbattable. Le débat ne se pose plus, et c'est ça qui rend la chose intéressante. Parce que ses adversaires, à lui, ils sont encore dans cette démarche d'échelle de puissance, alors que lui, il est en dehors de ce type de réflexion. Un autre personnage qui rentrerait dans cette qualification, ce serait Gojo dans Jujutsu Kaisen, mais il faudrait peut-être voir ce que Gege nous réserve par rapport à Gojo pour pouvoir vraiment parler d'une suppression d'échelle de puissance. Attention, Dragon Ball Z manie très bien ce procédé, mais on ne peut pas dire la même chose de la suite, à savoir Dragon Ball Super. Et c'est là le vrai problème. Dragon Ball Super est une caricature de Dragon Ball Z dans le sens où ce procédé a été centralisé. Désormais, c'est ce qui va faire avancer l'œuvre. On a davantage de transformations, on se focalise sur l'échelle de puissance et un scénario qui va l'accompagner plutôt que l'inverse. Et l'arc du tournoi où il y avait Jiren justement n'avait aucun intérêt à part montrer qui va être le plus fort et comment devenir le plus fort. Je veux dire, les enjeux, sauver l'univers, scénaristiquement ça fait très bien que ça allait mener à ça. Bref, Dragon Ball Super déçoit énormément les fans parce que justement il n'est plus que l'ombre de Dragon Ball Z. Et cette erreur, en fait, elle a déjà été identifiée en philosophie. Et celui qui l'a identifié, c'est Emmanuel Kant dans son ouvrage Critique de la faculté de juger. On a quand même réussi dans cette chaîne à relier Kant et Dragon Ball. C'est pas magique ça? Précisément, c'est le passage où Kant va parler du génie dans les beaux-arts qui va nous intéresser. C'est-à-dire les productions artistiques qui visent le beau et justement quand ce génie arrête d'être un génie. Au paragraphe 46 de cette œuvre, Kant parle donc du génie dans les beaux-arts et de ce qui fait qu'un homme devient un génie. Sa production est géniale parce que pendant qu'il produit son œuvre d'art, il découvre pendant le processus de production ce que l'on va nommer les règles du beau. Ce sont des règles totalement originales qui ne font pas suite à un modèle, mais qui vont servir de modèle à la suite aux gens qui verront son art. Le génie découvre donc les règles de son art pendant qu'il produit l'œuvre d'art. Et comme je l'ai dit, ces nouvelles règles qu'il découvre, ces règles du beau, ces règles géniales, doivent servir de modèle aux gens qui voudraient les reproduire. Ainsi, le génie est capable de faire école, d'instaurer de nouvelles règles, bref de laisser un héritage. Et enfin, ces nouvelles règles propres à lui, lorsqu'il les théorise, lorsqu'il va les mettre en place, ça va créer justement une signature, une griffe de l'artiste. C'est ce qu'on va appeler le style. C'est à cela qu'on reconnaît par exemple une œuvre de Dali, un film de Woody Allen ou un film de Tim Burton. Ils ont toujours les mêmes codes, mais c'est les codes des réalisateurs qui ont fait qu'à un moment on les a reconnus parce qu'ils sont géniaux, parce qu'ils ont découvert quelque chose qui a jamais été fait avant et on se dit waouh, lui c'est un génie. Et justement ces génies vont avoir une influence sur le monde de l'art. Mais ce qui nous intéresse ici et ce qui nous permet de relier ce problème à Dragon Ball, bah c'est justement quand est-ce qu'un génie cesse d'être un génie. On comprend que la caractéristique principale du génie, c'est de pouvoir en permanence créer de nouvelles règles, de pouvoir innover, d'instaurer quelque chose de nouveau, et que justement lorsqu'il n'arrête pas de suivre les mêmes règles encore et encore, et ben on se lasse, et ben d'une certaine façon il se mécanise lui-même, il fait rentrer sa création géniale dans une simple création technique que l'on pourrait aisément reproduire. Par exemple, lorsqu'on voit un film de Tim Burton maintenant, on se dit moi c'est encore un Tim Burton, il y aura les mêmes codes. Il a cessé d'être un génie depuis bien longtemps. Je vous laisse débattre en commentaire de cette question. Bref, c'est quand l'artiste arrête de se mettre en danger, arrête d'essayer d'innover, arrête d'essayer de créer quelque chose de significatif qui va pouvoir faire école, qu'il arrête d'être un génie. Ces règles d'art deviennent trop objectives, ça devient un procédé technique. Et justement, Dragon Ball Super, bah c'est totalement ça. Dans le sens où on a découvert ce procédé très attractif qu'est l'échelle de puissance, le manga est un produit industriel, bah c'est une formule choc qui marche très bien, on l'a vendu et revendu dans plusieurs mangas, avec tout ce procédé de transformation aussi, et tout cela, bah on le retrouve malheureusement dans Dragon Ball Super, et Dragon Ball Super n'est à plusieurs niveaux que ça. Et c'est ce qui fait que Dragon Ball Super n'est pas une suite originale. Le personnage selon moi qui démontre le plus cela dans Dragon Ball Super, bah c'est Son Goku. Ce n'est plus qu'une caricature de lui-même. On a perdu le guerrier sage qu'on avait à la fin du manga pour avoir un guerrier qui est passionné que par le combat et qui veut juste devenir le plus fort. Bref, il n'y a plus de prise de risque, chose que l'on retrouve dans une suite actuelle qui marche très bien par rapport au fait qu'il y a de l'innovation. Bah c'est Boruto. À l'heure de la sortie de cette vidéo, pour le chapitre 79 et 80, il se trouve que Boruto a réussi à casser les codes, à créer quelque chose de nouveau, et tout le monde acclame la suite de Boruto désormais. Quoique si on était attentif depuis les premiers chapitres, on se doutait très bien que ça allait donner une très bonne suite. Des mangas encore une fois comme One Punch Man ou Mashle qui vont révolutionner le genre. Bref, Dragon Ball Super est resté sur un procédé qui marchait pour Dragon Ball Z, mais qui désormais n'est qu'une formule que l'on répète encore et encore. Mais qu'en est-il de Dragon Ball GT et en quoi c'est une suite réussie? Dragon Ball GT est, à mes yeux en tout cas, une meilleure suite que Dragon Ball Super parce que, justement, il opère un retour vers quelque chose qui a été perdu pendant très longtemps et qui marche très bien, à savoir le récit d'aventure. Je veux dire, on parle de Dragon Ball, du coup la quête des Dragon Ball est quand même assez intéressante. Alors oui, on a la transformation Super Saiyan 4, alors oui, on a Gogeta.
Mais je reviendrai dessus et surtout en quoi ces transformations font totalement sens. Dragon Ball GT, c'est une nouvelle recherche des boules de cristal. C'est Dragon Ball avec une prise de risque énorme, à savoir qu'un grand temps de paix est passé et que nos personnages, ils se sont un peu ramollis avec l'âge. Il n'y a qu'à voir comment Trunks a été reçu dans Dragon Ball GT, alors que dans Dragon Ball Z, le Trunks du futur était quelqu'un de totalement badass et mystérieux, mais en même temps il venait d'un futur apocalyptique. Et le procédé du rétrécissement de Goku, au-delà d'illustrer un retour aux origines de Dragon Ball, à savoir cette quête de boules de cristal, c'est aussi une grosse prise de risque parce que il perd tous ses acquis de puissance qu'il a gagné dans Dragon Ball Z. Sa puissance est réduite et on va même opérer un retour vers quelque chose qui était plutôt sympa, on va lui redonner une queue. Bon, vous allez vous calmer dans les commentaires. Mais encore une fois, c'est une transformation qui fait sens, parce que c'est un retour vers les origines du récit de Dragon Ball. Je veux dire, à la base, Son Goku, quand il voit la lune, il se transforme en un gorille géant, et c'est pas pour rien. Après, mon élément de cœur qui fait que j'adore vraiment Dragon Ball GT, c'est son générique. Mais là, on a perdu toute forme d'objectivité à partir du moment où on parle du générique de Dragon Ball GT, qui à mes yeux est totalement excellent. Alors oui, Dragon Ball GT, ce n'est pas une originalité pure. Par contre, il prend 10 fois plus de risques que Dragon Ball Super, il retourne vers une forme de récit qui est plutôt ancienne, mais qui marche plutôt bien, et il n'est pas obsédé par cette échelle de puissance, plus puissant, plus puissant, plus puissant, plus puissant. De ce fait, même lorsque la série Dragon Ball GT est sortie et qu'elle a eu plein de critiques parce qu'on a dit ouais c'est pas une suite, voilà par rapport à Dragon Ball Z, je pense que le bien dans Dragon Ball Super, c'est que ça a permis de faire relativiser la chose et de nous dire que Dragon Ball GT, c'est pas si mauvais que ça en tant que suite. Surtout qu'à mes yeux, Dragon Ball GT clôt le récit de façon parfaite. Je veux dire, la mort de Son Goku, la disparition des boules de cristal, la responsabilité des individus dans Dragon Ball, c'est pas rien, ça fait sens, ça marche, et surtout, ça sent l'aventure encore une fois. C'était mon avis sur Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Mais avant que la vidéo se termine, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à me suivre sur Instagram et TikTok. C'était Gatsu Sensei, et n'oubliez pas, vous avez 4 heures.